bienvenue à tous les auditeurs de Villefin Radio, la web radio de la Clé des mots. Je suis Isabelle, responsable de la bibliothèque La Clé des mots. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Carde Jean-Louis. Habitant de Villefagnan et usager de la bibliothèque La Clé des mots. Bonjour Monsieur Carde et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Isabelle. Vous êtes venu ici aujourd'hui pour nous parler de la naftolette. La naftolette, c'est un mot sûrement inconnu pour quelques auditeurs. Pouvez-vous nous dire ce que c'est ? Au départ, il a dû penser au naphthol, qui est un produit chimique qui n'est pas un carburant, mais enfin qui est proche. Et il y avait un produit à l'époque qui avait un nom semblable pour désigner de l'essence. Donc je pense qu'il s'est dit c'est bien d'appeler ça la naftolette. C'est parlant. Ça correspondait peut-être aussi au choix d'un carburant, parce que vous savez peut-être que jusqu'en 1895, on a beaucoup hésité entre la voiture à l'essence et la voiture à alcool en particulier. Donc il y a eu d'ailleurs une course en 1895 où l'essence a gagné nettement par rapport à l'alcool. Et la dernière phrase de l'article du reporter de l'époque disait « Le pétrole l'emporte ». D'accord, donc la naftolette, finalement, c'est une voiture. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, parce qu'il faut bien dire, tous les habitants de Villefagnan connaissent. Voilà, c'est une voiture à essence. Voilà, ok. Mais qui a inventé cette voiture ? Alors, c'est mon arrière-grand-père, le docteur Claude Brottier. Alors, bon, c'était pas un mécanicien, mais c'était un petit surdoué, comme on dirait maintenant. Il avait tout réussi, je dirais, au niveau de ses études. Il avait donc une connaissance assez étendue. Il a eu cette idée probablement suite à tout un cheminement dont on pourra parler. Et il avait, bien entendu, des connaissances suffisantes pour pouvoir probablement faire une invention, parce que c'est carrément une invention qu'il a fait. C'est pas une copie ou l'utilisation de pièces détachées. D'accord, oui, parce que votre arrière-grand-père, c'est oui. ça, n'était pas du tout dans ce métier-là. C'était le médecin. Il était médecin. Il avait fait ses études de médecine à Paris, enfin d'abord à Poitiers, où il avait été lauréat, et puis des hôpitaux. Et puis après, à partir de la 2e ou 3e année, il allait sur Paris. C'est pas parce qu'on ne pouvait pas terminer à Poitiers, je pense, mais c'est parce comme il était lauréat, il avait été choisi, je pense, pour aller là-bas. Il avait fait que des études de médecine, en fait. Continuez à le présenter. Il a été aussi maire de la commune. Alors, il a été maire assez vite, parce qu'en fait, son père qui était percepteur, qui était très aimé, avait été maire avant lui à partir de 1888. Et il avait d'ailleurs été réélu en 1896. Et puis, il a eu probablement une crise cardiaque. Il est mort brusquement quelques jours ou quelques semaines après son élection. Et comme mon arrière-grand-père était déjà au conseil municipal, il s'est présenté à son tour comme maire et il a été élu. Et donc, jusqu'en 1919, il a été à la mairie de Villefagnan. Et il a démissionné de son poste de maire en 1917 pour des raisons diverses qu'on pourrait expliquer, et il est resté quand même au conseil municipal jusqu'en 1919 avec son adjoint qui était maire à sa place, en attendant les élections qui ont été faites en 1919. Et d'ailleurs, c'est son adjoint qui a été élu à nouveau. Donc on peut imaginer qu'il ne manquait pas d'occupation. Comment a-t-il eu l'idée de créer la naftolette ? Alors, je pense que c'est un cheminement. D'abord, c'était un personnage polyvalent. Quand il a fait ses études, il a vraiment raflé tous les prix d'Angoulême, du lycée qu'on n'appelait pas le lycée Guette-Balzac à l'époque. C'est récent, cette dénomination. On l'appelait le lycée impérial, puisque c'était un lycée. On était encore sous le Second Empire. Il est né en 1859, donc... c'était plus l'Empire, c'était le début de la République en 1874, mais enfin, c'était encore le lycée impérial. Et il a donc terminé ses études brillamment et il a passé ses 2 bacs, bac philo et bac maths.
Donc il était capable de faire un petit peu toutes les sciences. Hein, oui. Et donc il est parti à Paris, comme je le disais. Il était fiancé à cette époque-là, en 1877, à Louise Joubert, qui était la fille de l'ancien maire, Oscar Joubert, d'où le nom d'ailleurs de la rue où j'habite. D'accord. Et en fait, Oscar Joubert a eu une crise cardiaque lui aussi d'ailleurs, en 50 ans, d'un seul coup. Donc lui, il est parti, il a fait ses études, et c'était vraiment le début de la période où il y avait toutes les inventions de la locomotion. En particulier, le vélo avait été inventé par Michaud en 1869, quelque chose comme ça, ou même un petit peu avant. Parce qu'avant, c'était des draisiennes, on poussait avec les jambes. D'accord. Et en fait, ce qu'on a inventé à cette époque-là, Michaud, c'est le pédalier, c'est de pouvoir tenir et d'être indépendant, de ne plus poser le pied par terre. Alors, il a vécu les premières courses, quand lui, il était étudiant, il a vécu les premières courses de vélo. Et puis, il a vu arriver les premières voitures. J'ai plus en tête, là, mais les premières voitures, en particulier les Allemandes, qui s'exposaient aux expositions de Paris. Et puis, après, quand il a eu fini ses études, d'abord, il avait acheté un vélo, entre-temps, que j'ai toujours. Et puis, il s'est dit, bon sang, il y a beaucoup de gens qui auraient besoin de voitures pour le commerce, tous les représentants commerciaux, les médecins. Pourquoi pas créer une petite voiture, mais je veux pas des grosses voitures compliquées. Alors, on n'a aucun modèle, en fait, hein, parce que cette voiture a été en 3 exemplaires. On n'a malheureusement pas de modèle. Il y a des plans, mais c'est tout, quoi. Et des photos, quand même. Nous avons des photos. D'accord, parce que les roues, on dit alors des les roues roues, de vélo, hein. Ce sont comme des roues de vélo. Parce que vous m'avez emmené la photo, du coup, exactement, je c'est des roues de vélo, mais c'est des pneus gonflables, quoi, hein, comme des vélos. D'accord, donc c'est un peu un mix voiture-vélo, finalement. Ah non, beaucoup le pneu venait d'être inventé, le pneu gonflable. D'accord. Il avait été inventé comme si c'était en 1883 ou 87, c'est très récent. Les premiers vélos, jusqu'à son vélo, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu dater son vélo, les premiers vélos étaient soit avec des roues de charrue, enfin les roues de chariot en bois ferré. Et puis en fait, ça a été inventé, je crois, c'est en 1882, quelque chose comme ça. Donc lui, il avait déjà ces pneus, c'était moderne au contraire, hein, mais c'était pas les gros pneus qu'on a inventés après. Voilà. Alors après, il y a donc les 4 roues, parce que c'est pas un tricycle. Hein. Il avait aussi prévu, il avait fait des plans de tricycle, il avait prévu aussi d'en faire après. Sur les côtés, on peut s'appuyer sur des rebords comme des chaises pour pas tomber. Il y a deux sièges arrière, une banquette en fait. Et puis devant, il y a un strapontin amovible possible qui fait vis-à-vis des 2 personnes qui sont en face. Donc en fait, la personne qui est sur le strapontin, elle cache un peu la vue. D'accord, elle tourne le dos. Elle tourne le dos à la route et elle cache un peu la vue au conducteur. D'accord, mais je vois pas le volant. Alors le volant, c'est un petit, c'est pas un volant, c'est un petit système. Une manette peut-être. Oui, c'est un système long. J'ai oublié le nom un guidon, c'est une sorte de guidon. Hein. Mais je crois qu'il avait rapidement, il a dû mettre un volant après pour l'autre modèle. Parce que là, à regarder, en fait, ça fait un peu comme une charrette sans les chevaux. Non, non, quand même pas, parce que la charrette, il y a des grands rebords. Alors, devant, vous avez déjà un éclairage, hein, pour pouvoir, pour la nuit. Enfin, c'est à mon avis plutôt pour être vu, parce que j'ai dû croire. Il y a des marchepieds. Des marchepieds, hein, oui, parce voilà, qu'elle doit c'est ça. Un petit peu haute. Hein, voilà. On voit que les roues, et puis, bon, c'est vrai que c'est assez simple parce que qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un moteur. Alors, le premier modèle, c'est-à-dire la Naftolette, le moteur était à l'avant. Et donc, après, il y a une transmission pour entraîner les roues arrière. Et puis, bien entendu, il y a des freins. Ah oui, c'est bien. Et alors, ce qui était amusant dans cette voiture, ce qui prouve qu'il ne s'était pas trop embêté, il pensait que ce n'était pas compliqué puisque la voiture était très légère. La voiture n'avait pas de marche arrière. En tout cas, elle
Elle n'était pas obligatoire. On pouvait l'avoir en adjonction, mais normalement, il y avait 2 vitesses, et puis point final, et on allait à 24 km/h. Une de mes grandes tantes avait fait une petite nouvelle qu'elle avait racontée. Un jour, ils étaient partis pour aller voir un oncle qui était bijoutier connu à Aigres, l'oncle Chauveau. Et ils étaient tombés en panne, d'ailleurs, au retour. Et elle disait qu'ils avaient été très vite, et ils étaient allés à 24 km/h, c'était phénoménal, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Mais alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça a été un afflux énorme à cette époque. Au juste au moment où il l'a créé, tout le monde a commencé à créer sa voiture. Enfin, je veux dire tout le monde, pas n'importe qui quand même. Mais pensez que Renault, par exemple, a créé sa voiture la même année, en 1898. Mais au départ, la voiture de Renault était à peu près semblable quand on la regarde, peut-être un peu plus costaude que celle de mon arrière-grand-père, mais elle était à peu près avec la même simplicité, mais ça a évolué à une vitesse phénoménale. Déjà en 1901, c'était plus du tout les mêmes voitures, il y avait une concurrence acharnée, on manquait d'acier, vous verrez, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais il y a eu rapidement des ruptures pour acheter des matières premières parce que tout le monde se ruait là-dedans. Et les vitesses ont augmenté. Les courses qui se faisaient dans les années 1904, par exemple 1903, on allait à plus de 100 km/h, à tel point que Marcel Renault, qui faisait en même temps, qui travaillait avec son frère, mais qui faisait en même temps des courses de voitures, s'est tué à Couévérac, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, les routes n'étaient pas goudronnées, elles ont été goudronnées après 1920. On a inventé le goudron début du siècle, on a commencé à goudronner, à trouver le goudron vers 1910. Et en fait, vous imaginez, il n'a pas vu, il y avait de la poussière devant lui, il n'a pas vu, dans un tournant à Couévérac, il s'est planté. Et il est mort dans les 48 heures, il est mort des suites de ses blessures, il était dans le coma, puis voilà. Donc on allait quand même à plus de 100 km/h dans les années déjà 1903. Oui, donc nous, aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Mais... Pour les coureurs seulement. Hein. Les gens comme les gens qui avaient une voiture à l'époque, comme mon grand-père, il y en avait très très peu. D'ailleurs, à ce sujet-là, je peux dire qu'il a eu la première carte grise de la Charente. Il a le numéro 1, j'ai amené d'ailleurs la carte grise. Il a le numéro 1 à la préfecture des cartes grises. D'accord, donc on peut dire que c'est la première voiture... Voilà, c'était pas vraiment une carte grise. Alors, il y a eu des voitures qui ont été assemblées par des gens qui achetaient des pièces. Hein. Il y a un monsieur qui était vers la région de Confolens qui a fait des voitures comme ça, qui était garagiste, mais c'est pas une invention. Il faut votre arrière-grand-père l'a vraiment inventé. Alors, bien entendu, il a acheté des pièces lui aussi, mais les pièces principales, je dirais. Le moteur, on a eu un moteur breveté. Alors, on était sur un moteur qui fonctionnait comment ? Avec quel comme tous les moteurs à essence, avec un piston, un cylindre. Alors le cylindre, il les faisait fabriquer parce que par contre, on faisait fabriquer des cylindres de base et après, on les ajustait, on les adaptait, on les finissait, j'ai envie de dire, à l'usine. Il y avait une usine. Alors, il a d'abord créé son modèle. De mémoire de famille, la voiture a été inventée en 1898. Par contre, elle n'a été vraiment commercialisée qu'en 1899. D'ailleurs, il a fait un article à ce sujet-là dans la Locomotion automobile, qui était le journal de l'époque, le plus grand journal du monde. Et il a d'ailleurs fait 3 articles. Il y en a eu un premier où il disait qu'il avait une voiture qui était adaptée justement aux gens qui faisaient des voyages comme les représentants commerciaux, les médecins, et que c'était ce qu'il a voulu faire, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire avoir une voiture sûrement dans pratique. Son métier, il avait besoin de... Voilà. Et le moteur, en fait, un piston, comme d'habitude, soupape, etc. Hein, c'est un moteur. Alors, il l'a fait breveter, ça s'appelle Breutier-Pugnot, mais en fait, il a été utilisé très peu. Les premières voitures avaient un moteur avec son carburateur. Par contre, on a son carburateur breveté. D'accord. Les brevets sont à Nantes, comme tous les brevets, donc on l'a retrouvé, parce que nous, on ne l'avait pas à la maison, le brevet. Parce que c'est difficile à expliquer, mais après, comme il a cédé sa voiture quand il a arrêté, il a eu cédé le brevet en même temps.
D'accord. Alors, vous nous dites que cette voiture roulait à 24 km/h, Oui, ce qui c'est était ça, déjà c'est le souvenir que j'en incroyable ai. dans ces années-là. Mais quelle distance pouvait-il parcourir? Est-ce qu'il faisait uniquement se promener dans Villefagnan? Est-ce que... Alors ça, c'est une chose dont j'ai aucune donnée. Je ne crois pas avoir vu l'autonomie dans tous les papiers que j'ai. Alors il faut savoir que on a des plans manuscrits, je dirais, faits à la maison, des ébauches, mais tous les plans, hein, une année, on les avait prêtés et en fait, on ne nous les a pas rendus. Donc, Donc, vous je ne savez serais, pas, je est-ce serais qu'il pouvait content aller si je jusqu'à pouvais les Ruffec, retrouver. Mais... Angoulême? Vous ne savez pas trop Alors, dans mon idée, il devait pouvoir faire quand même des trajets assez longs, puisqu'il avait été à Angoulême avec, à Place Beauvau, d'après les souvenirs familiaux, justement pour la présenter. Par contre, j'ai rien retrouvé dans la presse, mais bon, c'est pas évident, parce qu'il manque beaucoup d'éléments dans la presse, dans les archives. Ce que je sais, c'est qu'il avait été à Aigres, ça c'est sûr. Et que lui, dans son objectif, c'était quand même de desservir tout le district de Ruffec, puisqu'il allait loin. Lui, il allait par exemple à Montalembert, il avait des clients à Montalembert. Il l'utilisait à la quotidiennement pour son travail, hein? Alors, ça aussi, c'est des questions que j'ai pas de réponse, parce que je n'en sais rien. Jusqu'ici, il utilisait le cheval avec soit directement, soit avec une carriole. Et je pense qu'il a dû continuer quand même à utiliser souvent le cheval, mais en même temps, il avait acheté une bolée, parce que, en fait, avant d'avoir sa voiture, ou enfin, disons, d'une manière concomitante, il a eu une bolée dont on a la photo, puisqu'on a sa photo devant la maison avec cette bolée. C'était assez spécial. Vous pouvez nous dire ce que c'est qu'une bolée? Alors, pour la les gens qui bolée, ne savent pas, c'est la voiture de Monsieur Bollet. Monsieur D'accord. Bollet, qui était un pionnier, c'était encore bien avant mon grand-père, mon arrière-grand-père, puisque c'est des voitures des années 1878 à peu près, 80. Donc ça, c'était un producteur du Mans. D'ailleurs, il faisait ses essais sur le circuit qui est devenu le circuit du Mans, hein. C'est arrivé comme ça parce qu'il avait son usine là-bas. Alors, cette naftolette, est-ce qu'elle a été commercialisée? Parce que vous avez dit qu'il y en avait eu 3, c'est ça? Voilà, il y en a eu 3, je ne crois pas qu'il y en ait eu beaucoup plus. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand il a vu qu'il avait cette machine, alors il s'est dit, il faut que je puisse la fabriquer d'abord. Donc, il s'est associé à un mécanicien de Ruffec qui s'appelait Pugnot, Arthur Pugnot. Et il a donc fait une société, Brottier-Pugnot, qui était à Ruffec. Il a fallu donc recruter des ouvriers. Là, j'ai la liste des ouvriers, bon, ça tournait, hein, mais grosso modo, il y a pu y avoir entre 10 et 25 ouvriers en fonction de l'époque. La majorité était de Ruffec, mais il y en avait un peu plus autour dans la Charente. Donc c'est amusant, d'ailleurs on voit les durées de travail à cette époque-là, parce que j'ai des carnets aussi de salaire. Et on était sur quelle durée alors? Oh là là, les gars ils travaillaient 10-12 heures, hein. C'est pas les 8 heures par jour. Oui, c'est pas les 8 heures ou même la semaine de... La 35 semaine de 35 heures, hein. heures, on n'y est pas. On en est loin. Alors, quelquefois, ils s'organisaient différemment. C'était en fonction des coups de bourre aussi, parce que comme il y avait beaucoup de problèmes pour les approvisionnements, il y avait des ouvriers qui, des fois, décidaient, ils disaient, bon, moi, je veux bien travailler tout le week-end. Hein, parce que, en plus, le samedi, on travaillait. Hein, et même, il y a des fois, j'ai vu qui travaillaient le dimanche. Hein. D'accord, oui. Voilà, c'est assez spécial. Bon, donc, il a créé cette entreprise qui se trouvait route de Montjean. Ouais. À Ruffec. Il y a encore les ateliers, on distingue un peu écrit Pugnot, bon, mais c'est vraiment pratiquement invisible, hein, maintenant. Et puis, il a fallu créer une société sous commandite, enfin, donc avec des associés, Ouais. et donc trouver des gens qui ont voulu mettre de l'argent. Donc, il y a eu un capital de 20, je ne sais plus combien c'est, mais enfin... un capital important quand même. Et alors, c'est très amusant parce que à ce moment-là, il a sollicité tous ses amis et tous les gens qui pouvaient, je dirais, l'aider. Alors, il y avait par exemple le maire de Souvigné, Émile Beau, il y avait Henri de Benègue qui était épicier et c'était son premier adjoint. Il y avait le pharmacien de Ruffec, Louis Dumergue.
Il y avait Edmond Forgery à Villefagnan, à Fondôme. Il y avait le conseiller d'arrondissement qui était Henri Fragnot, etc. Et puis, il y avait même le curé, vous voyez. Il y avait le curé doyen de Villefagnan, qui était François Hippolyte Palan-Lamirande, qui était d'ailleurs un cousin éloigné de la famille. Et il y avait le libraire et imprimeur de Ruffec, Léon Picard, celui qui a écrit l'histoire de Ruffec. Voilà. Donc, et il y avait même un avocat d'Angoulême, Daniel Touzeau. Vous voyez, il y avait du monde. Il y avait quoi. du monde, oui. Il y avait aussi Monsieur de l'Étang, qui est connu ici. Alors, il a commencé à créer cette voiture et très rapidement, il s'est aperçu qu'elle était déjà périmée. Ça, il a bien compris, oui, surtout qu'il était dans une période où les inventions allaient très vite. Voilà. Alors, en plus, il a cherché à l'écouler et c'est là qu'il a eu du mal à trouver. Alors, il a réussi à trouver, je ne sais pas comment, parce qu'il y avait un gars qui faisait déjà un représentant commercial de voitures à Clermont-Ferrand, qui faisait tout le sud-est. Marseille, Clermont-Ferrand, Lyon. Donc, il a eu énormément d'échanges. Si vous saviez le nombre d'échanges de lettres qu'il a eu en 1 an et demi, c'est phénoménal. J'ai des copies, mais malheureusement, c'est peu visible parce que ces lettres, vous savez, c'est du carbone. Des espèces de lettres carbonées, on voit pratiquement rien. Mais il a eu plus de 500 lettres en très peu de temps, sans compter les commandes. En 1 an, il y a plus de 300, 400 commandes de matériel. Ouais. C'est énorme. C'est énorme sur cette époque-là, sur cette durée, je dirais, d'un an et demi, même pas. Et alors, il avait trouvé quelqu'un qui voulait écouler ses voitures, avec qui il s'est associé. Il a fait un contrat à Ernst, c'était quelqu'un à Paris. Puis très rapidement, c'est avéré que c'était un mauvais élément, je dirais, qu'il a fait faillite. Et du coup, il l'a entraîné dans sa faillite très, très rapidement aussi. Alors, ça n'a pas marché longtemps. Voilà. Donc, de ce côté-là, ça a été assez difficile aussi. Alors du coup, votre grand-père, qu'est-ce qu'il a fait après la naftolette ? Alors en fait, donc, il avait remarqué que cette voiture a été vite périmée, j'ai envie de dire, avec l'évolution du temps. Et au lieu de faire une voiture en bois, d'abord il a voulu faire une voiture en métal, d'abord plus robuste et surtout plus légère. Il a en plus rajouté des petits éléments, des porte-bagages, etc. Les places, il l'a mis à 2 places. Je pense qu'il n'y avait plus le vis-à-vis, le strapontin en vis-à-vis. C'est d'ailleurs pas plus mal parce qu'on ne voyait pas grand-chose. J'ai oublié de dire qu'il y avait... Il l'appelait comment, pardon ? Alors, il l'appelait la charentaise. Hein. Alors, j'ai oublié de dire qu'il y avait des ressorts, des amortisseurs déjà quand même sur les voitures. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Pour l'autre, elles ont eu toutes les deux des ressorts. Alors, la naftolette, elle avait donc une traction arrière, hein, alors que la charentaise était en traction avant, voilà. Et autrement, il y avait beaucoup d'adaptations en fonction des demandes, parce que ce qu'il disait, c'est que voilà, j'ai un modèle de base, mais je peux vous faire ce que vous voulez. Suivant Alors, il disait, je peux vous rajouter un moteur. Par exemple, il pouvait mettre 2 moteurs. Et il vous disait, c'est en fonction de ce qu'on voulait faire, hein, des objectifs. Et alors, les moteurs, c'était des moteurs de 2,5 chevaux à peu près. Alors, les différences aussi avec la naftolette, c'était que il y avait des différences d'alésage, de course, au niveau du moteur. Les tours, ce que je sais que pour la charentaise, c'était 1100 à 1300 tours par minute. Le refroidissement était par ailette, c'est-à-dire, vous savez, comme les moteurs où on voit les petites ailettes, là, comme les mobylettes. Alors c'était à ailette, refroidissement par air. Il y avait 2 soupapes qui étaient côte à côte de chaque côté de la culasse. Et donc ça, c'était le moteur avec le carburateur Brottier-Pugnot, breveté. Et du coup, la charentaise, alors... Il y avait même un silencieux pour l'échappement. Ah oui. Ça se faisait déjà à l'époque. Ça se faisait déjà. Mais est-ce qu'elle avait la marche arrière, du coup, la charentaise ? Alors, celle-là, c'est pareil. La marche arrière était sur demande. C'était optionnel, hein ? Pas de marche arrière, sauf demande. C'était optionnel. D'accord, donc on avançait jusqu'à ce qu'on À première vue, ça ne devait pas trop les gêner, les mains. Il y avait sûrement plus de facilité, plus de largeur sur les routes pour faire demi-tour. Et vous savez, quand... moi, j'ai eu la chance d'assister aux 70 ans de Renault à Paris. C'était en 1968, un petit peu après les événements, en septembre. Et j'avais pris un film.
Et en fait, quand on a vu arriver la voiture de Renault de 1898, et il la poussait. Hein. Il la poussait, il l'orientait. Je pense que comme c'était une voiture très légère, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Hein. Et là, la voiture, je vous ai dit tout à l'heure, mais en fait, la naftolette était plus légère que je le disais. Elle faisait 180 kilos à peu près. Supérieure au Galache, 180 kg, et alors que la Charentaise est un peu plus lourde. Elle pouvait aller de 250 à 400 kg en fonction du modèle. Le modèle à 5 chevaux, c'est deux moteurs ou à 5 chevaux, elle était, Elle roulait elle était plus plus vite lourde. du coup. Alors non, à première vue, non. Non, Il y avait c'est deux pareil. vitesses qui allaient de 10 à 10 et 24 km/h, et puis trois vitesses